La Première présente. JFK, 60 ans de mystère. Absolute panic here in the basement of Dallas Police Headquarters. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Épisode 9. Paranoïa. There is Lee Oswald. Lee is there. Lee Oswald has been shot. Lee Harvey Oswald. Oswald. There's no question about it. Oswald has been shot. Oswald. Did you kill the president? Police officers have not allowed me to have any. I don't know what this is all about. En plongeant dans la vie de Lee Harvey Oswald, on découvre quelqu'un d'obsédé par l'idée de laisser une empreinte, par l'envie que le monde se souvienne de lui. Il a des idées arrêtées sur la politique et il entend bien le faire savoir. Il écrit des notes, des essais, ses mémoires. Il est intelligent, violent, tyrannique, instable, paranoïaque, fasciné par le communisme, par Castro. Il veut s'en prendre à la vie d'un général, puis à celle de Nixon. Déçu, frustré, éternel insatisfait dans sa vie, dans ses espoirs, dans ses souhaits, il va successivement perdre ses emplois et accuser le FBI d'en être responsable. Beaucoup d'interrogations demeurent quant à ses activités. Était-ce un espion et si oui, pour quel service secret ? Le FBI, la CIA, le KGB ? Après tout, c'est un ancien marine qui a vécu en URSS. D'ailleurs, ce passage en Russie et son retour au pays questionnent beaucoup. On y a vu un espion du KGB ou même un agent de la CIA infiltré en URSS. Thierry Lenz est historien, auteur du livre « L'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, histoire d'un mystère d'État ». Il s'attarde notamment sur les incohérences et les éléments suspects dans l'affaire Kennedy. Qu'est-ce qu'il est allé faire en Union soviétique ? Alors évidemment, on nous a dit, parce que c'est un vrai communiste, etc., etc., mais combien de fois dans l'histoire de la CIA et des autres services secrets, on a fait passer des gens très en amont pour des sympathisants communistes, ils sont partis après de l'autre côté du rideau de fer, etc. Les Russes ont fait la même chose chez nous. Vous allez me dire, vous voyez le mal partout. Mais on a la preuve de ça. C'est-à-dire que la commission du Congrès, la fameuse, celle à laquelle on croit, a montré toutes ces expériences de la CIA, de manipulation des gens, et des inventions extraordinaires comme un chat piégé qui devrait aller faire exploser Fidel Castro. Les fameux Manchurian Candidates, là, c'est-à-dire les gens qui s'auto-hypnosent pour aller commettre un crime et ne s'en rappellent plus après, tout ça a été testé par la CIA, plus tous les coups tordus, y compris sur le territoire des États-Unis. Et c'est ça qui avait fait scandale, c'est que la CIA n'a pas le droit d'intervenir sur le territoire des États-Unis. Or, on s'est aperçu qu'ils avaient mis des milliers de gens sur écoute. Donc, sincèrement, qu'ils aient manipulé un pauvre type comme Oswald, c'est tout à fait possible. Mais cela reste de la spéculation, répondraient les anticomplotistes. Toujours est-il qu'un citoyen américain, ancien marine, qui a vécu en Russie durant 3 ans, qui a voulu abandonner sa nationalité américaine, qui voulait devenir citoyen soviétique et révéler des secrets sur les avions espions V2 des États-Unis, mais qui finalement décide de revenir au pays, c'est pas commun. C'est même étrange. Voilà qui titille les agents du FBI. Quand il revient aux États-Unis, il est entendu par le FBI. Gorian Delpature, journaliste, auteur du documentaire « Kennedy, pourquoi toujours un mystère ?» Ça se passe le 26 juin 1962, donc le FBI a forcément et assez logiquement ouvert un dossier sur Oswald au moment de sa défection. Et ce jour-là, il est interrogé 2 heures par 2 agents du FBI, Fein et Carter, et ces agents veulent voir s'il est lié au service secret russe. Les agents trouvent Lee Harvey assez arrogant et insolent, ils veulent le revoir. Ils ne pensent pas du tout que c'est un espion, mais ils veulent le revoir. Et ça, cette première rencontre avec le FBI est importante parce qu'à partir de ce moment-là, Lee Harvey Oswald va attribuer tous ses échecs professionnels, et vous allez voir, il y en aura quelques-uns, au FBI. Il est convaincu que le FBI le fait virer à chaque fois, que le FBI le suit, que le FBI va le persécuter. Ce qui, on le verra, n'est absolument pas le cas. Mais il va le croire tout le reste de sa courte vie. En août 1962, le FBI contacte Oswald pour la 2e fois parce que, oui, même si ce n'est pas un espion, étant donné l'arrogance et l'étrangeté du bonhomme, le FBI souhaite revoir Oswald. Conclusion de ce 2e entretien, personnage non dangereux. Le dossier du FBI sur Oswald est clos. Mais Lee Harvey ne le sait pas.
Lui, il vient d'être une deuxième fois interrogé par le FBI. Il est paranoïaque, il trouve ça suspect, il trouve ça frustrant et il va considérer vraiment à partir de ce moment que tout ce qui ne va pas aller dans sa vie, ce sera à cause du FBI. I work in that building. Naturally, if I work in that building, yes, sir. En un an, Oswald va perdre 3 emplois. Et pour lui, qui a des tendances à la paranoïa, cela ne fait pas l'ombre d'un doute, c'est de la faute du FBI. Le bureau agit en douce pour le faire virer. En octobre 63, Oswald travaille déjà dans le dépôt de livres scolaires de Dallas. Il vit seul dans une pension d'Oak Cliff sous un faux nom, le nom de O. Ashley, pour échapper au FBI dont il se croit poursuivi. Son épouse, elle, vit chez Ruth Payne, une amie à Irving. Mais quelques jours avant l'assassinat de Kennedy, les agents du FBI contactent Marina. Oswald voit rouge. Le 25 octobre, Lee ne le sait pas encore, mais le FBI se réintéresse à lui. C'est l'agent Hosty, l'agent du FBI à Dallas, qui apprend par la CIA que Lee Harvey a été en contact avec l'ambassade soviétique à Mexico. Lee voulait retourner en Russie via Cuba. Il est donc allé au Mexique, à l'ambassade cubaine, à l'ambassade soviétique. Évidemment, ces endroits sont surveillés par la CIA. Il y a des caméras, il y a des enregistrements, il y a des espions. Et donc la CIA a noté que Lee Harvey Oswald est allé dans ces ambassades. Et donc prévient le FBI à Dallas. L'agent du FBI va discuter un peu avec Marina, va laisser à Ruth son nom et son téléphone. Et le vendredi soir, quand Lee va revenir, comme tous les week-ends, voir sa femme et sa fille chez Ruth Payne, dans le quartier d'Irving à Dallas, eh bien Marina va lui dire que le FBI est venu. Et là, Lee Harvey va pas du tout être content, il devient très nerveux, il dit ça y est, c'est reparti, je viens d'avoir un travail, le FBI me poursuit de nouveau, qu'est-ce qui se passe? Ça ne lui plaît pas du tout que le FBI revienne. C'est l'agent James Hosty qui s'occupe alors du dossier d'Oswald et qui vient revoir Marina le 5 novembre 63. Marina va évidemment raconter cette deuxième visite à Lee Harvey. Gorian Delpature, journaliste, auteur du documentaire Kennedy, pourquoi toujours un mystère? Et là, cette fois-ci, Lee Harvey est totalement furieux que le FBI revienne, le poursuive, s'en prenne à sa femme. Sa femme a quand même un peu peur. Le FBI revient, elle ne comprend pas bien l'anglais. Qu'est-ce qu'on lui veut? Est-ce qu'on va l'obliger à repartir en Russie? Elle a très peur. Et Lee a vraiment peur de perdre son emploi. Il va écrire à l'ambassade soviétique à Washington à ce moment-là pour demander de nouveau des visas pour partir en Russie. Je vous l'ai dit, c'est l'éternel insatisfait, Lee Harvey. Marine déçue des marines, Russie déçue de la Russie, Amérique déçue de l'Amérique. Maintenant, voilà, il veut retourner en Russie. Il demande des visas. Et le 12 novembre, on n'est pas tout à fait sûr de la date, mais le 12 novembre, Lee se rend dans les bureaux du FBI à Dallas. Il veut voir l'agent Hosty, mais il arrive sur le temps de midi, l'agent Hosty n'est pas là, et la secrétaire du FBI lui dit écoutez, il reviendra plus tard, si vous voulez, vous pouvez laisser un mot. Et Lee Harvey écrit un mot à l'agent Hosty. Et sur ce mot, qui malheureusement a été détruit par l'agent Hosty à la demande du FBI après l'assassinat de Kennedy et après la mort d'Oswald assassiné par Ruby. Sur ce mot, on ne le saura jamais tout à fait, mais c'est ce que l'agent Hosty a dit, Lee Harvey avait écrit quelque chose comme « Si vous voulez apprendre quelque chose sur moi, venez me voir directement. Si vous n'arrêtez pas d'ennuyer ma femme, je vais passer à l'action et prévenir les autorités. » L'agent Hosty qui revient l'après-midi voit ça. Ok, il en prend note, mais il ne s'intéresse pas plus que ça à cette affaire. Évidemment, bien après, cette visite de Lee Harvey Oswald au FBI 10 jours avant l'assassinat va permettre à tous les théoriciens du complot de s'engouffrer dans la brèche en disant « Mais voilà, peut-être que Lee Harvey Oswald est allé prévenir le FBI d'une éventuelle tentative d'attentat sur le président Kennedy. » On est au mois de novembre 1963, c'est vrai que c'est 10 jours avant. Le directeur du FBI, J. Edgar Hoover, blâme Hosty d'avoir détruit cette note que lui adressait Oswald. Il lui écrit: Votre gestion récente d'une affaire touchant à la sécurité s'est révélée d'une insuffisance flagrante. Vous auriez dû vous rendre compte qu'il requérait à l'évidence un statut garantissant davantage d'investigation. Il y a un point de taille pour la commission Warren. Comment certifier qu'Oswald n'a jamais travaillé pour le compte du FBI ou de la CIA? Les deux organismes ont nié avoir travaillé avec Oswald, mais dans ce cas-là, pourquoi le FBI tente de dissimuler la preuve de ses contacts avec Oswald avant le 22 novembre? Et pourquoi la CIA cache puis finalement mentionne de façon trompeuse certains éléments concernant Oswald à Mexico? La commission apprend qu'au moins 37 documents de la CIA ont disparu de leur dossier sur Oswald avant l'assassinat. Parmi les pièces manquantes se trouvent 7 notes du FBI et 2 documents du département d'État.
Je n'ai jamais pensé que le FBI pourrait mentir. Or, ils nous mentent effrontément. Jamais je n'aurais cru cela possible. Lee Rankin. Lee Rankin, le secrétaire général de la commission Warren, reçoit une information explosive. Oswald travaillait pour le FBI. Son numéro d'informateur, c'est le 179. Il recevait $200 par mois. Le jour de l'assassinat, il devait même rencontrer un agent de l'antenne à Dallas. Si une telle information, qu'elle soit vraie ou fausse, paraît publiquement, les gens vont penser qu'il y a un complot. Et rien de ce que fera ou dira la commission ne les fera changer d'avis, dit Lee Rankin. Trop tard, l'information se répand comme une traînée de poudre. Affirmations et démentis se succèdent dans la presse. Le jour même, à 17h30, Warren convoque une réunion d'urgence. La stupéfaction est à son comble. La réunion est tendue et silencieuse. Certains des membres imaginent Oswald en agent de la CIA. Pour d'autres enquêteurs, imaginer Oswald en espion est une idée ridicule. Alan Dulles, l'ancien directeur de la CIA, affirme qu'aucune agence secrète n'engagerait un type aussi déséquilibré qu'Oswald. La commission n'a pas d'autre choix que de faire confiance au directeur du FBI, J. Edgar Hoover. Il leur assure que l'information est fausse. Oswald n'était pas un informateur du bureau. Pourquoi alors la CIA et le FBI cachent à la commission Warren qu'ils possèdent un dossier sur Oswald ? Le FBI détruit la note d'Oswald adressée à Hosty. Étrange, pourquoi dissimuler ? Pourquoi supprimer d'éventuelles preuves ? Tout cela, bien évidemment, alimente les théories conspirationnistes. Mais l'explication est peut-être plus simple que d'imaginer une conjuration au niveau de l'État. Lorsqu'on est chargé de la sécurité du pays et du président, c'est délicat d'avouer que le suspect numéro 1 était connu et surveillé des services secrets. Mieux vaut en cacher les preuves. C'est en tout cas une explication avancée à la destruction de cette pièce à conviction. Le fait que les institutions officielles aient menti. Thierry Lenz, historien, auteur du livre « L'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, histoire d'un mystère d'État ». Et détruit des documents. Exemple, le FBI détruit le dossier Oswald de Dallas dans la journée qui suit l'assassinat de Kennedy. C'est quand même une pièce importante. Alors pourquoi est-ce qu'elle détruit ? Parce que on se rend compte qu'Oswald, on le connaît. Donc on se dit, attention, si on dit qu'on connaissait ce type-là, on va nous faire des problèmes. Donc on détruit le dossier. Plusieurs éléments induisent l'idée qu'Oswald était peut-être un espion. Il y a son comportement et le fait qu'il ait 2 documents d'identité. L'un a son propre nom, Lee Harvey Oswald, et l'autre au nom d'Alec Idle. C'est d'ailleurs avec cette dernière carte d'identité qu'il commandera par la poste 2 armes, un revolver Smith & Wesson, calibre 38, ainsi que l'arme qui a servi à assassiner Kennedy, un Mannlicher Carcano 6.5 avec une lunette de visée 4 fois. C'est en 1962 que Lee prend goût à l'espionnage et aux faux papiers. Le journaliste Gorion Delpature a épluché la vie d'Oswald. Il va être stagiaire en photocopie chez Jaggars Child Stovall à partir du mois d'octobre 1962. Et Jaggars Child Stovall, c'est une société d'impression graphique qui imprime des publicités pour les magazines et aussi des cartes pour l'armée. Et ça, Lee Harvey, il va adorer parce qu'il va être au contact de la photographie. Il va se passionner pour la photo, pour les techniques d'impression. Il va faire plein d'heures supplémentaires pour qu'on lui apprenne plein de choses. Ça le passionne vraiment. Il adore ça. Et à ce moment-là, Lee Harvey, qui lit beaucoup, lit notamment un livre qui s'appelle « How to be a spy ». C'est un mode d'emploi pour être espion. Et il va se passionner pour ça. Et c'est chez Jaggars Child Stovall qu'il va apprendre les techniques d'impression de faux documents d'identité. Et c'est là qu'il va fabriquer la fameuse carte qu'on va retrouver dans son portefeuille à Dallas, le 22 novembre 1963, une carte au nom d'Alec Idle. En fait, qu'est-ce qu'il a fait, Lee Harvey ? Comme il travaille dans cette société d'impression de photos, il joue à l'espion, comme dans ce manuel d'espion qu'il est en train de lire. Il récupère une de ces vraies cartes du service des Marines, il met sa photo dessus, évidemment, mais il met un autre nom, le nom d'Alec Idle. C'est comme ça qu'on appelait Lee en Russie. Lee s'appelle Lee Harvey Oswald, on l'appelle Lee, mais en Russie, Lee, ça fait très chinois. Alors les Russes de Minsk ne l'appelaient pas Lee, ils l'appelaient Alec. Il conserve ce prénom, il prend le nom de Idle. Idle, on n'est pas trop sûr exactement de ce que c'est. Ça peut être un jeu de mots sur le mot hide,
hide en anglais, se cacher, comme il se cache sous un nouveau nom, pourquoi pas Idel. En plus, Idel, ça ressemble un peu à Fidel Castro, qui va devenir le nouvel héros de Lee Harvey Oswald. Mais en plus, Heindel, c'est le nom d'un ancien marine avec qui Lee Harvey Oswald était un peu copain. Donc voilà. Et donc, il se fabrique cette petite carte, un autre nom que le sien, qu'il va à partir de ce moment-là garder tout le temps dans son portefeuille. Il joue aux espions, Lee Harvey Oswald. Sa nouvelle idole, c'est Fidel Castro. Déçu par le communisme soviétique, Oswald se passionne désormais pour le communisme révolutionnaire de Cuba. Il est actif, il devient même membre d'une association pro-castriste, le FPCC, le Fair Play for Cuba Committee. C'est un groupe de soutien à la révolution cubaine de Castro qui a été créé à New York en 1960 avec des membres prestigieux, Simone de Beauvoir, Truman Capote. C'est un comité américain qui s'oppose à l'embargo américain sur Cuba, qui s'oppose à l'invasion de la baie des Cochons. Et Lee se passionne pour le Fair Play for Cuba Committee. Il va recevoir des flyers. On est au mois d'avril, le 19 avril 1963. Lee reçoit des flyers et il veut participer à cette mouvance qui défend Cuba, qui défend Castro, et Fidel Castro devient à ce moment-là son nouvel héros. Il y a une photo de Castro, d'ailleurs, qui est collée au mur à la maison. Le 21 avril 1963, Oswald quitte Dallas pour sa ville natale, la Nouvelle-Orléans, à la recherche d'un emploi qu'il décroche à la Wiley Coffee Company. Oswald est en charge du graissage des machines de la société. Lee Oswald s'installe dans un appartement insalubre, infesté d'insectes. Mais il ne perd pas de vue son nouvel intérêt. Lee Harvey, passionné par le Fair Play for Cuba Committee, il écrit au patron du FPCC, un certain Lee, et lui demande une carte de membre, et il déclare qu'il veut ouvrir une antenne du comité à la Nouvelle-Orléans. Et le 29 mai 1963, sans attendre la réponse du FPCC, il fait imprimer sous son nom 1000 prospectus Hands Off Cuba, donc retirer les mains de Cuba. Donc ce qui veut dire, c'est que les États-Unis doivent arrêter l'embargo sur Cuba, laisser les Cubains tranquilles et laisser Fidel Castro tranquille, qu'il va distribuer un peu dans la rue à la Nouvelle-Orléans. Il veut faire croire qu'il y a déjà plein de membres dans ce FPCC, donc il est le seul membre, il n'y a personne, il n'y a que lui. Il va demander à Marina de signer A.J. Idel sur les documents pour faire croire qu'il y a Lee Harvey Oswald et un président, A.J. Idel, qui est quelqu'un d'autre. Oswald fait imprimer ses tracts à la Jones Printing Company. Sur certains flyers, il fait indiquer sa propre adresse. D'autres indiquent une curieuse adresse, 544 Kemp Street. C'est celle de Guy Bannister, un anticastriste et un ancien membre du FBI. Alors Guy Bannister, c'est une espèce de détective privé. Thierry Lenz. Très à droite, et qui entretient une équipe composée d'ailleurs de gens avec une vraie réflexion politique, mais aussi des petites mains, des hommes capables de faire une petite action clandestine de peu d'envergure, voire même d'en faire davantage. Ils ont des avions, ils ont des armes, ils sont logés sur une place de la Nouvelle-Orléans où se trouvent tous les services secrets américains, alors à la fois la CIA, les services secrets de la marine, mais il y a aussi une agence du FBI, et Bannister a installé ses bureaux dans ce bâtiment. Cette adresse a 2 entrées. L'une sur un coin est pro-castriste, l'autre, sur l'autre coin, est anticastriste. Donc on a dans ce bâtiment une seule organisation qui, on le sait, elle est anticastriste évidemment, mais qui se fait passer aussi pour pro-castriste lorsqu'elle en a besoin. Voilà qui brouille les pistes et qui interroge. Que fait cette adresse sur certains des tracts distribués par Oswald ? Est-il alors véritablement un espion ? Est-il de mèche avec les anticastristes qui, depuis la baie des Cochons, ont un ennemi juré commun, Kennedy ? Mobile parfait et démonstration du complot. On pourrait s'engouffrer dans la brèche. Le FBI et le Secret Service l'ont fait avant nous. La commission Warren a mené l'enquête. Résultat, les 5 locataires, le concierge et le propriétaire affirment n'avoir jamais vu Oswald. La deuxième commission d'enquête en 79 s'intéresse aussi de près à cette adresse. Elle auditionne Jack Martin, c'est un ancien détective privé, il est alcoolique. Il dit avoir vu Oswald dans les bureaux de Bannister alors qu'il avait affirmé le contraire au FBI. La HSCA ne retient donc pas son témoignage. Quant à l'ancienne secrétaire de Bannister, Delphine Roberts, elle affirme d'abord n'avoir jamais vu Oswald avant de changer de version. Son témoignage contradictoire est également évincé par la HSCA qui interroge encore 6 autres personnes travaillant pour Bannister. Toutes affirment n'avoir jamais vu Oswald. La nouvelle est officielle. Le président Kennedy est bien mort. At 1 p.m. Central Standard Time. I'd like some legal representation. So help me God. So help me God.
Dans cette affaire, tout peut sembler suspect. Et à part l'adresse de Guy Bannister, il y a le fait qu'Oswald, pro-castriste, défenseur de Cuba, s'est réellement présenté chez les anticastristes. Alors pourquoi ? Selon Gorian Delpature, qui est journaliste et qui soutient la thèse officielle, Oswald joue à l'espion. De sa propre initiative, il va essayer d'infiltrer des anticastristes et il va essayer de faire ami-ami avec eux. Le problème, c'est que quelques jours plus tard, ces anticastristes vont voir Lee Harvey Oswald en train de distribuer des tracts FPCC au milieu de la rue et ils vont venir le voir et dire « Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il y a quelques jours, tu veux faire ami-ami avec nous et là maintenant, tu défends Castro. » Ils vont un peu se bagarrer, la police va intervenir, Lee Harvey Oswald va être arrêté, enfin, ils vont tous être arrêtés. Et une fois en prison, que va faire Lee Harvey Oswald ? Il va appeler le FBI. Ce qui est assez étonnant comme démarche. Il appelle le FBI parce qu'il veut dire aux agents du FBI ce qu'il a fait, donc il est là, il veut ouvrir une antenne du FPCC. Ce qui est intéressant parce que, imaginons que Lee Harvey Oswald ait été une sorte d'agent en couverture qui se ferait passer pour un anticastriste pour essayer d'éventuellement préparer un assassinat sur quelqu'un d'important qui viendrait à Dallas quelques mois plus tard, vous voyez qui je veux dire, il n'appellerait jamais le FBI une fois qu'il est en prison. Devant d'autres policiers, on ne va jamais faire ça. Lee va sortir de prison, il est quand même un peu content parce que ça va attirer l'attention de journalistes qui vont l'interviewer, il va passer à la radio, il va passer à la télévision. I would very definitely say that I am a Marxist. That is correct. But that does not mean, however, that I'm a communist. Mais les journalistes vont apprendre très vite qu'il vient de Russie, donc ils vont le critiquer sur son passage en Russie. Donc Lee va à nouveau pas tout à fait aimer ça. Il est content d'être passé à la télé, à la radio, mais pas content qu'on ait un peu démoli sur les ondes. Donc de nouveau, il n'est pas très content, il est de nouveau insatisfait. Et donc, il décide de partir à Cuba. Pour se rendre à Cuba, Oswald doit passer par Mexico. Et cet épisode de sa vie a aussi fait couler beaucoup d'encre. Il arrive à Mexico City le 27 septembre et puis il se rend à l'ambassade cubaine. En fait, il veut aller en URSS en passant par Cuba et donc il doit avoir un visa qui l'autorise à aller à Cuba. Il est reçu par une secrétaire de l'ambassade de Cuba à Mexique, c'est Sylvia Duran. Mais là, on lui dit que le plus rapide pour aller à Cuba, en fait, il faut obtenir une autorisation de visiter l'URSS. C'est un dossier qui prend beaucoup de temps. Lee Harvey Oswald, il se met en colère, il veut aller à Cuba tout de suite, mais sans visa russe. Eh bien, il faudra plusieurs semaines pour obtenir un visa cubain. Alors, ce que fait Lee Harvey Oswald, il se rend à l'ambassade russe aussi, qui est à Mexico. Et là, il demande d'avoir un responsable pour obtenir un visa immédiatement. Il est reçu par des agents du KGB. Et là, Lee Harvey Oswald, il commence à raconter n'importe quoi, que le FBI veut l'éliminer, qu'il est un grand communiste, qui a infiltré les Cubains anticastristes et l'extrême droite. Il a des infos sur les projets d'assassinat de Castro par les USA, etc., etc. Et le KGB Mexique contacte le KGB URSS, qui n'est pas du tout intéressé par Oswald. Il le connaît, ça ne les intéresse pas du tout. Et Oswald va retourner à l'ambassade de l'URSS qui lui apprend qu'il n'aura pas de visa. Oswald est furieux. Il retourne à l'ambassade cubaine. Là, on lui dit qu'il n'aura pas de visa pour Cuba s'il n'a pas de visa russe. Il est en colère. Il n'ira pas à Cuba. C'est un nouvel échec. Et le 2 octobre, il quitte le Mexique en bus pour retourner à Dallas. Le 17 juin 1964, le patron du FBI, J. Edgar Hoover, transmet à Lee Rankin, le conseiller général de la commission Warren, une lettre très délicate estampillée top secret. À l'intérieur, Hoover y explique que des informations recueillies par le FBI semblent indiquer que les diplomates cubains en poste à Mexico étaient au courant des projets d'assassinat d'Oswald, parce qu'Oswald lui-même leur en avait parlé. De qui émanent ces propos ? Eh bien, de Fidel Castro lui-même. Il aurait ajouté qu'Oswald s'était mis en colère lorsqu'on lui avait expliqué qu'on ne lui remettrait pas sur le champ un visa pour Cuba. Sa colère était dirigée contre Kennedy, à qui il reprochait la rupture des relations diplomatiques avec Cuba, ce qui compliquait le nouveau départ qu'il comptait prendre dans la vie. Castro aurait dit « Oswald a débarqué à l'ambassade, il a exigé un visa et lorsqu'on a refusé de le lui délivrer, il est parti après avoir lancé « Kennedy va payer pour ça, je vais le tuer ». Pourquoi Oswald aurait menacé Kennedy ? Parce que les Cubains ou les Russes ne lui donnent pas de visa. Il n'y a aucun lien entre l'absence de visa et Kennedy. Et en plus, les témoignages de Sylvia Duran, la secrétaire du consulat de Cuba, qui a reçu Oswald et qui a assisté à son départ après le refus de visa, n'a jamais entendu la moindre menace envers Kennedy quand il était sur place. Et le consul de Cuba, Eusebio Ascu, qui était là également, n'a rien entendu non plus.
Fidel Castro n'a donc pas tenu ses propos, ni d'autres qu'on lui prête parfois et qui l'impliqueraient dans l'assassinat de Kennedy. Il aurait par exemple avancé, 2 mois avant le meurtre, que si les États-Unis s'en prenaient à Cuba, il tuerait Kennedy. Castro aurait tenu ses propos dans un bar à des journalistes américains. Cela semble grotesque. Cependant, la deuxième commission d'enquête, la HSCA, décide d'entendre Fidel Castro lui-même. C'était le 3 avril 1978. Et il se rappelle avoir laissé entendre effectivement qu'il était au courant des projets de complot américains contre des Cubains et que ces projets, s'ils étaient réalisés, pourraient revenir comme un boomerang contre les auteurs de ces actes. C'est effectivement ce qu'il a dit, mais en aucune manière il ne s'agissait de menaces sur le président Kennedy. Aucune preuve, aucun document n'étaye le fait qu'Oswald était un espion du KGB, un agent de la CIA ou du FBI, ni qu'il ait agi pour le compte de la pègre. Mais qu'en est-il de Jack Ruby qui assassine Oswald le 24 novembre 1963, en plein commissariat, devant les caméras du monde entier, à peine 2 jours après le meurtre du président des États-Unis? Une série réalisée par Cécile Posse et Bawandine.